C'est encore une fois à l'Institut de la démocratie, la coopération avec lequel j'ai depuis des années, on peut dire la chance, l'honneur et le plaisir de collaborer. Appelé à témoigner l'expérience italienne, je vais accomplir mon devoir en vous racontant un peu ce qui s'est passé en Italie avec ce référendum qui a entraîné, comme vous le savez, la fin du gouvernement Renzi, pour dessiner un peu les contours d'une analyse sur l'état des lieux de la politique nationale en Europe. Donc, comme vous le savez, le 4 décembre, le peuple italien a voté non au référendum sur la réforme constitutionnelle en Italie, et ce résultat a été justement appréhendé à l'étranger comme une votation allant au-delà de la question en elle-même de la Constitution et touchant le cœur de la politique nationale, avec bien sûr des conséquences importantes sur le plan international aussi. Le président du Conseil, Matteo Renzi, a en fait résigné sa démission, ouvrant une crise politique qui toutefois est terminée avec la formation d'un nouveau gouvernement représentant en fait la continuation du gouvernement Renzi avec le nouveau Premier ministre Paolo Gentiloni, le très renzien, entre guillemets, ancien ministre des Affaires étrangères. Donc Matteo Renzi en fait a commis une grave erreur pendant toute la campagne référendaire qui l'a obligé finalement à démissionner. Parce que d'un côté, il a affirmé que le référendum ne concernait que l'architecture institutionnelle de l'Italie, avec par exemple la réduction du nombre des parlementaires, des fonctions nouvelles pour le Sénat italien, la simplification des mécanismes législatifs, etc. Et en faisant ça, il a invité justement à s'exprimer pour le oui tous ceux qui étaient, selon la propagande électorale, pour l'amélioration du système italien. De l'autre côté, toutefois, et d'une façon ouvertement contradictoire avec ce que je viens d'exposer, il a en même temps personnalisé le référendum, justement en affirmant qu'il allait résigner sa démission si le non triomphait. Et n'oublions pas d'ailleurs que Matteo Renzi avait été nommé par le président italien de la République italienne après l'énième crise de gouvernement en Italie, donc il manquait un peu d'une légitimation populaire et il espérait que le oui au référendum pouvait représenter justement cette légitimation démocratique que lui manquait. Et à mon avis, cette erreur stratégique, donc ce mélange de langage institutionnel et de personnalisation, a bien coûté la défaite au référendum. La réforme en soi étant en réalité assez technique dans beaucoup de ses aspects, le peuple italien, avec une écrasante majorité, le 59% de non, a exprimé en fait sa désapprobation, surtout à l'égard du gouvernement Renzi. Et bien sûr, je ne veux pas parler ici de la réforme dans tous ses aspects, mais je peux vous donner quelques éléments concrets témoignant que ce projet n'était pas du tout une initiative à caractère national. Par exemple, le projet de réforme prévoyait en effet un renforcement caché mais indubitable du rôle de l'Union européenne à travers la modification en particulier de 3 articles. L'article 105, le 70 et le 117. Parce que aux articles 105 et 70, lorsqu'on distinguait les matières conjointes sur lesquelles le Chambre des députés et le Sénat italien auraient continué à s'exprimer ensemble, le projet de réforme, justement, prévoyait l'insertion de la formule suivante. La fonction législative est exercée par les 2 chambres sur un ensemble de thèmes limités, parmi lesquels, je cite, l'actuation des normatives venant de l'Union européenne. C'est-à-dire une référence à l'Union européenne qui était absente de la version précédente, qui demeure intacte ayant échoué justement le référendum. D'une manière encore plus explicite et directe, l'article 117 était censé avoir la suivante intégration. Le pouvoir, je cite, le pouvoir législatif du Parlement italien est exercé par l'État central et par les régions conformément à la Constitution italienne et aux obligations venant de l'Union européenne. En italien, nel rispetto della Costituzione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Le texte précédent, c'est-à-dire justement le texte actuel qui demeure intact, disait tout simplement conformément à la Constitution italienne et aux engagements internationaux de l'Italie. Donc une référence très générale aux accords internationaux qui n'indiquaient aucune contrainte, aucune obligation spécifique. Je vous précise que je ne suis pas un juriste, mais il me semble très clair que si cette réforme constitutionnelle avait été approuvée, les normes législatives de l'Union européenne auraient été mises sur le même niveau, sur le même plan des normes votées par le Parlement italien, parce que cela aurait été écrit noir sur blanc dans la Constitution.
Et donc, le non a triomphé. Et comment est-ce qu'on peut interpréter ce résultat italien sur le fond des événements de 2016 ? D'un côté, je crois qu'il ne faut pas surévaluer ce résultat, n'étant pas strictement un référendum sur l'Union européenne, mais il ne fait pas de doute que le résultat italien s'insère dans le cadre de cette révolte contre les élites, à laquelle on a fait référence précédemment, qui est en cours dans tout l'Occident et dont le signe plus évident, bien sûr, ont été le Brexit et la victoire de Donald Trump. Et en général aussi, j'ajouterais la montée de ce qu'on appelle couramment ces forces populistes. À mon avis, il y a du moins 3 thèmes en commun qui unissent, disons, ces forces populistes et cette montée de cette révolte contre l'élite. Le premier, c'est l'immigration et le sursaut identitaire des peuples européens face à un phénomène de plus en plus difficile à gérer. Le deuxième, c'est bien sûr la méfiance à l'égard d'un modèle politico-économique dominant, avec une croissance de la perspective souverainiste, prenant un renforcement des États nationaux aussi bien sur le plan institutionnel, les processus décisionnels des organismes supranationaux étant mis en cause, que sur le plan économique, avec un retour d'idées plus ou moins protectionnistes. Et troisièmement, il y a bien sûr un sentiment de révolte contre une certaine hégémonie culturelle du postmodernisme au nom des valeurs qu'on pourrait appeler plus ou moins traditionnelles. Et je crois que ce discrédit vers ce genre de position, qu'on a bien vu justement par la campagne contre le Brexit, contre Donald Trump, mais contre la manif pour tous aussi, j'ajouterais, ont en commun, sont le fruit, pour ainsi dire, d'un appauvrissement de la culture politique générale en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? C'est passé, à mon avis, que les grandes cultures politiques se sont un petit peu égarées dans une amalgame postmoderne, justement, qui est à la fois très floue dans ses contenus fondamentaux, mais très agressive contre ses adversaires. Par exemple, la culture de gauche, post-socialiste, disons, a de fait abandonné sa qualification de représentante de classe défavorisée. Et c'est là aussi peut-être pour une certaine incapacité culturelle d'interpréter la complexité du contexte socio-économique où il est plus possible de raisonner en termes de lutte des classes. Et avec très peu d'exceptions, normalement, la gauche a réglé toute son activité sur des thèmes liés, disons, aux droits de l'homme. Et de l'autre côté, la culture libérale, à son tour, a connu une mutation intérieure en perdant, par exemple, sa connotation conservatrice. Parce que dans la tradition libérale, et tout particulièrement dans le libéralisme anglo-saxon, qui représente peut-être le libéralisme par antonomase, la liberté avait été toujours envisagée sous la forme de liberté économique, de soutien à l'esprit d'initiative privée, contre l'État, mais cela n'impliquait aucunement une vision, disons, libertaire de la société dans son ensemble, et bien au contraire, si l'on pense aux derniers représentants de cette tradition, qui sont peut-être Margaret Thatcher et Ronald Reagan, le libéralisme économique s'accompagnait, pour ainsi dire, à une vision musclée de la société. Et cette dimension a complètement disparu, et justement, je crois, cette convergence entre certains aspects du libéralisme et du gauchisme représente le point d'arrivée d'une mentalité qui accuse de populisme tout ce qui est différent. Une mentalité que je n'hésiterai pas à définir comme néo-bolchevique. Et j'utilise vraiment ce mot avec une référence directe. Moi aussi, j'ai beaucoup étudié l'histoire russe, et à travers les sources de la révolution d'octobre, à travers les témoignages littéraires par exemple, j'ai pu remarquer à quel point la mentalité, disons, des bolcheviks incarnait un messianisme et un refus de l'autre. On parle dans les textes, dans les journaux de l'époque, de l'esprit bourgeois, par exemple, des bourgeois, dans les mêmes termes avec lesquels on parle aujourd'hui des populistes. C'est-à-dire quelqu'un qui est condamné par l'histoire. Alors que nous représentons, pour ainsi dire, le zeitgeist, l'esprit du monde, et avons bien sûr le droit d'écraser et de nier la légitimité à nos adversaires. Et si l'on devait résumer cette mentalité, je crois que peut-être rien ne la résume mieux qu'une phrase du président sortant Barack Obama, qui a dit pendant la crise ukrainienne une phrase répétée maintes fois, Russia is on the wrong side of history.
la Russie, c'est du mauvais côté, se situe au mauvais côté de l'histoire. Donc il y a le mauvais côté de l'histoire et il y a le bien. Et justement, cette vision manichéenne, cette vision messianique a été mise en cause par les événements de 2016. Qu'est-ce qui nous attend en 2017? Je crois qu'il faut éviter une vision complotiste de la réalité, comme s'il y avait une forme de résistance collective transnationale à un présumé nouvel ordre mondial, parce que les questions concrètes, et s'il va y avoir des questions, je serais bien content de répondre, sont parfois très contradictoires. Je me borne ici à un exemple, l'Europe orientale. Les pays de l'Europe orientale sont les plus critiques aujourd'hui par rapport à l'immigration, par exemple, mais ils sont aussi les plus attentistes et les plus sceptiques à l'égard de la Russie. Donc, on voit, il y a des points en commun pour ce qui concerne, pour ainsi dire, la pars destruens, le côté négatif. Côté positif, il est difficile de trouver une voie commune, et si quand même on prône la perspective souverainiste, on doit être aussi prêt, à mon avis, à une resurgence du conflit parmi les États, qui est quelque chose de normal, en fin de compte. Par exemple, les États européens n'ont pas les mêmes intérêts sur beaucoup de scénarios. En Afrique du Nord, par exemple, on parle beaucoup du désastre de l'Occident, en Libye, mais on ne dit pas que derrière ce désastre, il y a un malentendu, si l'on veut, entre la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, notamment. Donc, les questions concrètes ne sont pas faciles à résoudre. En tout cas, le 2016 démontre vraiment que rien n'est inéluctable dans l'histoire, et à mon avis, le 2017 qui va s'ouvrir en ce sens dans le signe de la lutte. Toutes ces forces iront travailler sur une plateforme politique, et ce qu'on peut en tirer, c'est vraiment, à mon avis, une leçon historique qu'on a déjà vu dans l'histoire, justement le fait qu'il n'y a pas d'inéluctabilité dans les événements. Je voudrais conclure à ce propos avec un exemple auquel je tiens beaucoup. En 303 après Jésus-Christ, il y a quelque temps, dans le cadre de l'Empire romain, l'empereur Dioclétien commençait sa persécution à l'égard des chrétiens qui étaient recherchés, torturés, jetés au lion, comme on disait, et réduits à un petit groupuscule agonisant. Et n'importe quel observateur, peut-être contemporain de ces événements-là, de ces faits, aurait dit que, sans aucun doute, le christianisme n'était qu'une secte en cours de disparition, et que l'Empire romain païen, bien qu'affligé par des tendances centrifuges, allait continuer à exister. Et peut-être l'extinction des chrétiens aurait été prévue par cet hypothétique observateur des événements de 303 avec la même certitude, voire avec une certitude supérieure, avec laquelle on nous a dit dans les années passées que l'idée, par exemple, de sortie de l'euro était quelque chose de complètement anti-historique, un véritable tabou qu'une personne cultivée ne pouvait même pas poser. Mais voilà que 10 ans après, en 313, un nouveau empereur Constantin, pour des raisons qui encore aujourd'hui n'ont pas été totalement décryptées, avec son édit de Milan, octroie la liberté religieuse pour les chrétiens, et ce geste est le point de départ d'un changement extraordinaire qui va changer toute la histoire. Pour les religions, et pas seulement pour le christianisme. Bien évidemment, pour toutes les religions. Et après, en 380, avec Théodose, ça va devenir religion d'État. Mais quand même, ça commence un processus qui était complètement inattendu. Et donc, on voit qu'il y a eu une nouvelle civilisation héritière de l'ancien Empire romain, mais qui était différente en même temps. Et en conclusion, je pense que pour tout observateur politique, mais en général pour tout citoyen, le climat de fin 2016 représente une invitation, pour ainsi dire, à revenir un peu à cet esprit constantinien, pour ainsi dire, c'est-à-dire à une promptitude, à une capacité d'aller au-delà du conformisme général, en gardant bien sûr un esprit analytique et pas complotiste sur la réalité, mais un esprit qui contrecarre la présomption de croire qu'il y a justement un mauvais côté de l'histoire, que les coryphées du progrès de l'humanité auxquels ces coryphées prétendent nous conduire. Merci.